Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Europe Hebdo. Nous sommes à Strasbourg, au Parlement européen. Cette semaine, gros plan sur la réforme de la colère, celle de la Commission européenne qui veut instaurer un grand marché des quotas de pêche. Reportage en Espagne. Mais d'abord, l'actualité. Faut-il annuler la dette grecque? C'est la question de la semaine. Des émeutes au cœur du berceau de la démocratie. Le Parlement grec vient de voter son 7e plan de rigueur en 2 ans. Et la rue grecque s'embrase. La potion est amère. Une nouvelle fois, baisse de 22% du salaire minimum, 32% pour les moins de 25 ans. Nouvelle baisse du traitement des fonctionnaires, renforcement du fisc, privatisation d'entreprises publiques, augmentation des impôts. La saignée est sévère. Et ce n'est que le début des sacrifices demandés par la Troïka pour débloquer une aide de 130 milliards d'euros. Une enveloppe indispensable pour éviter la faillite. Mais ouf, les marchés sont soulagés. Ah, la faillite. La grande méchante faillite. Le remède n'est-il pas pire que le mal? La Grèce entame sa 4e année de récession. Déjà un tiers de sa population vit dans la pauvreté ou l'exclusion. 21% des Grecs sont au chômage. Un jeune sur 2 n'a pas d'emploi. Le nombre de suicides a augmenté de 40% en 2011. La consommation d'héroïne de 20%. Mais l'important, c'est la rigueur. Encore et toujours, la rigueur. La rue accuse la classe politique d'avoir capitulé. Pour calmer l'explosion de colère des élections législatives anticipées sont prévues en avril. Avec la crise économique, la crise politique. Mais alors la solution serait-ce d'annuler la dette grecque? Alors faut-il annuler la dette grecque? C'est la proposition que certains politiques font depuis quelques jours. Pour en parler, Pascal Canfin nous a rejoint. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes député européen au sein de ce Parlement, membre du groupe des Verts et surtout ancien vice-président de la commission spéciale sur la crise. Alors vous êtes assez au fait de cette question. Est-ce que pour vous c'est une solution d'annuler la dette? Oui, ça fait même 3 ans que personnellement je le dis, il n'y a pas d'avenir pour la Grèce s'il n'y a pas une monétisation de sa dette, donc une annulation, et en quelque sorte c'est la Banque Centrale Européenne qui reprend en fait les dettes, la dette et qui rembourse les différents créanciers. La Grèce est une toute petite partie de la zone euro et donc ça ne mettrait pas en péril les grands équilibres de la zone euro. Si on avait fait ça plus tôt, on aurait aujourd'hui une situation beaucoup plus saine. Maintenant, ça n'exonère pas la Grèce d'un certain nombre de réformes, puisque l'annulation de la dette, ça règle les questions du passé, mais ensuite, si c'est pour recreuser un nouveau trou demain qu'il faudra annuler dans 5 ans, ça ne règle pas. Donc, il faut en plus faire un certain nombre de réformes. Et là, on est face à un double blocage idéologique. D'une part, les réformes qui sont demandées par la Troïka, donc la Commission, le FMI et la Banque centrale, sont vraiment de nature purement néolibérale, l'ajustement purement sur le marché du travail. C'est vraiment du grand classique qui n'a pas forcément marché d'ailleurs là où ça a été mené auparavant. Et par ailleurs, les réformes se heurtent aussi à certains conservatismes au sein de la société grecque, par exemple vis-à-vis de l'Église orthodoxe, vis-à-vis des armateurs, qui est la première richesse en fait. Tout à fait. Vis-à-vis de la non-lutte contre la fraude fiscale, l'incapacité de l'État grec à collecter des impôts. Voilà. Et on a les deux, en quelque sorte, des éléments négatifs qui s'ajoutent et qui font que le plan ne marche pas du tout et que tout l'ajustement est demandé à ceux qui ne peuvent pas fuir, ceux qui ne sont pas privilégiés, ceux qui ne sont pas riches, ceux qui n'ont pas de compte en Suisse, etc. Donc les retraités, les petits salaires, les chômeurs. Oui, et ça, c'est parfaitement insupportable. On estime par exemple à 16 milliards les sommes qui ont été retirées en fait, des banques grecques pour être placées à l'étranger pour éviter les taxations. Reste sur les quelques derniers jours. Beaucoup plus en stock, si vous voulez. Le chiffre dont on dispose, qui est celui du gouvernement grec, c'est que ne serait-ce que pour la Suisse, il y a entre 100 et 200 milliards, parce que ce sont par définition des estimations, entre 100 et 200 milliards d'argent grec qui sont dans les comptes suisses et qui ont échappé à l'impôt. Et donc la priorité du gouvernement grec comme de l'Union européenne, ça devrait être d'aller chercher ces 100 à 200 milliards pour les taxer à un taux, disons, de 30 ou 40%, plutôt que de diminuer les salaires de ceux qui sont déjà à 500 € par mois. Mais le problème, c'est que ça risque de faire jurisprudence. Après tout, si jamais on laisse la dette, enfin, si on annule la dette grecque, qu'est-ce qui fait qu'on ne va pas faire la même chose avec le Portugal, voire avec l'Italie? C'est pour ça que l'annulation de la dette doit être conditionnée à un certain nombre de réformes. Sauf qu'aujourd'hui, ce qu'on demande aux Grecs, c'est d'une part des réformes qui sont extrêmement injustes.
Donc on peut leur demander, on peut conditionner l'annulation de la dette à d'autres réformes. Par exemple, taxer enfin, mettre des taxes foncières sur l'Église orthodoxe, taxer enfin les armateurs, lever enfin un impôt. Il faut savoir que l'économie informelle en Grèce, c'est entre 40 et 50% maintenant de l'économie. Donc ce chemin-là, qui conditionne l'aide, mais qui le conditionne à d'autres réformes, il est possible. Donc il ne s'agit pas d'un chèque en blanc en disant « Regardez les gars, c'est facile, on vous annule la dette, il n'y a pas de problème ». On leur dit « On vous annule la dette parce que de toute façon, il n'y a pas d'autres moyens ». Et on voit que depuis 3 ans, on y arrive progressivement, sauf qu'on met énormément de temps et qu'on aggrave la situation. Mais en contrepartie, on vous pose des exigences qui sont, elles, justes et que vous devez tenir. Mais est-ce que ça implique pas aussi de réformer la finance? Vous venez de sortir un livre sur ce que les banques vous disent et pourquoi il ne faut presque jamais les croire, aux éditions du Petit Matin. Vous parlez justement de la réforme du milieu financier. Ça fait partie aussi des actions à mettre en œuvre, non? Bien sûr. Par exemple, pour aller chercher l'argent grec qui a fui vers les paradis fiscaux, par exemple vers la Suisse ou vers le Luxembourg, il y a des réformes claires à mettre en œuvre pour assurer la traçabilité. Donc ça, j'en parle dans le livre, comment on peut lutter efficacement contre les paradis fiscaux. Il y a un modèle qui va être mis en place en 2013 par les États-Unis, par Obama, qui écrase le secret bancaire. Et je ne vois vraiment pas pourquoi ce que Obama fait, en France et en Europe, on ne serait pas capable de le faire. Donc ça fait partie des réformes qui pourraient aider la Grèce. Mais évidemment, les réformes du système financier vont bien au-delà du cas grec, parce qu'il s'agit aussi de changer la façon dont les marchés financiers de manière générale fonctionnent, dont les agences de notation fonctionnent, dont les banques peuvent ou non prendre des risques, au-delà évidemment de la situation grecque. Mais là, vous en parlez très bien dans votre livre d'ailleurs, qui est très pédagogique sur ces questions. On assiste quand même à une totale financiarisation. Les banques, en fait, enfin, les hedge funds se font prêter de l'argent par les banques, qui vont ensuite acheter de la dette, etc. Enfin, et vous prenez une réforme donc par le biais de 10 propositions. Est-ce que c'est pas un vœu pieux au fond? Parce qu'on se rend compte que par ce biais-là, quand on voit les plans de rigueur succéder aux plans de rigueur, on n'a pas l'impression qu'on s'attaque en fait aux véritables raisons de la faillite presque de la Grèce, quoi. Alors, encore une fois, sortons du cas grec en particulier, parce que la question de la réglementation oui, financière, elle est aussi valable en Italie, en France, en Allemagne, etc. Exactement. Donc, concrètement, ce n'est pas un vœu pieux, parce qu'on voit que certaines réformes, lorsqu'il y a vraiment une volonté politique d'y aller, peuvent marcher. C'est-à-dire que derrière les arguments des financiers qui nous disent si vous faites ça, on va ailleurs, si vous faites ça, on arrête de financer l'économie, arguments que j'essaie de déconstruire dans le livre les uns après les autres. De manière assez pédagogique d'ailleurs. Merci. Quand on voit que finalement ce sont pour une grande partie des faux arguments, ça libère le chemin pour mettre en place des réformes politiques, à condition évidemment qu'il ait la volonté de le faire. Et le problème aujourd'hui, ce ne serait pas une incapacité structurelle du politique à agir sur les marchés, mais bien une absence de volonté politique de régler cette question. C'est ça la réalité aujourd'hui. Et donc, prenons quelques exemples qui marchent ailleurs quand on a la volonté politique de le faire. Obama sur les paradis fiscaux. À partir de l'année prochaine, il n'y a plus de secret bancaire possible pour tous les citoyens américains, quel que soit l'endroit où ils vont ouvrir un compte, en Suisse, au Liechtenstein, aux Bahamas. Volonté politique, il l'impose. Nous, en Europe, ce qu'on a fait, pour la première fois, ce que n'ont pas fait les États-Unis, c'est d'interdire les formes de spéculation contre les dettes souveraines. Je ne rentre pas dans les détails techniques, on n'a pas le temps, mais on a voté, et j'étais le négociateur responsable de ce texte-là, on a voté en Europe un texte qui va interdire au marché de spéculer sur les dettes souveraines. Le temps de prendre cette décision et que ça s'applique pour adopter les décrets, ce sera en novembre 2012. Par exemple, au Royaume-Uni, pays pourtant libéral, ils sont en train d'adopter une réforme sur les banques beaucoup plus ambitieuse que celle que Sarkozy, à un moment donné, avait proposée. Donc on voit que si on prend des petites pastilles comme ça, si on tire tout le monde dans la bonne direction, on peut réglementer la finance. Ce n'est pas une question, encore une fois, ça c'est un argument des financiers, de dire, vous avez la finance est mondialisée, si vous faites ça en France, de toute façon, on va ailleurs. C'est faux. Est-ce que j'ai le temps de vous donner un exemple? Quand on a réglementé les bonus des traders en Europe, le lobbying des banques, c'était de dire, si vous faites ça, on quitte Londres, on quitte Paris, on va à New York. Moi, au même moment où je négociais ce texte, je suis allé au Congrès américain où les Américains négociaient un texte sur les produits dérivés. Qu'est-ce que disaient les mêmes banques aux Américains? Ils disaient, si vous faites ça, on quitte New York, on va à Londres. La réalité, c'est qu'on ne peut pas passer du lundi de Londres à New York et le mercredi de New York à Londres. Donc c'est assez faux cet argument. C'est surtout ce que vous expliquez en plus dans votre livre. Vous déconstruisez effectivement de manière assez perspicace toutes ces idées reçues qu'on a sur le système bancaire et ça marche assez bien. Je voudrais qu'on parle d'une
Dernière chose, il y a une autre crise en fait qui secoue l'Europe et c'est en l'occurrence la Syrie et la répression par le gouvernement Assad de la population. On a fait un petit florilège des réactions des télévisions européennes sur cette question. C'est une sélection qui a été faite par Ulysse Lichelet et Aurélie Dafas. Intervenir ou non, c'est le débat qui agite les Nations Unies. La Ligue arabe fustige Damas et demande la création d'une force d'intervention arabo-onusienne. Une proposition apparemment soutenue par la Russie et la Chine. Depuis Moscou, à côté de son homologue qatari, le ministre des Affaires étrangères russe a déclaré son accord avec la proposition de la Ligue arabe. Sergueï Lavrov a aussi rappelé que la Syrie doit accepter le plan et que doivent cesser les violences de toutes parts. La Chine appuie la proposition tout en s'opposant à l'envoi des casques bleus. Mais comme le précise la chaîne de télévision Russia Today, la position russe n'est pas sans condition ni sans réserve. Un des points cruciaux qui a été mentionné par le ministre des Affaires étrangères, il faut un accord du gouvernement syrien et ce alors que Damas rejette la proposition initiale. Selon eux, ce serait une ingérence dans les affaires intérieures. Damas est très inquiet que les Nations Unies ne soient utilisées en ce sens et c'est également le cas de la Russie qui craint que les Nations Unies ne soient un outil pour obtenir un changement de régime et non parvenir à la fin des violences. Au sein de l'Union européenne, l'appui n'est pas vraiment franc non plus. Alain Juppé s'oppose pour l'instant à toute intervention militaire. Et à l'image de ses homologues allemands et italiens, le ministre des Affaires étrangères britannique reste très prudent. Dans un avenir proche, je ne vois pas en Syrie une intervention occidentale sous quelque forme que ce soit, même pour le maintien de la paix. Je pense que l'initiative doit venir d'autres pays que des pays occidentaux. Mais bien sûr, si un tel concept était accepté, nous le soutiendrions par tous les moyens à notre disposition. Pascal Canfin, est-ce qu'il faut intervenir militairement en Syrie? À très court terme, non. Il y a encore des étapes qui peuvent être prises d'un point de vue diplomatique. Par exemple, reconnaître officiellement l'opposition syrienne, le Conseil national syrien, exclure définitivement tous les ambassadeurs, parce qu'aujourd'hui il y a un dialogue qui continue, et donc faire comprendre à Al-Assad qu'il n'y a plus d'avenir pour lui. Toutes ces étapes-là n'ont pas encore été prises. Et donc, un peu à l'image de ce qu'on a fait pour le Yémen avec le président Saleh. Exactement, ce qu'on a fait progressivement. Je pense qu'il y a encore une marge de manœuvre pour mettre une pression supplémentaire sans aller à ce stade jusqu'à l'intervention militaire, même si, bien évidemment, on ne peut pas l'exclure comme principe parce que ça fait partie des mesures de rétorsion et de pression possibles. Mais vous comprenez qu'on fasse appel à la notion de non-ingérence. Après tout, quand on voit ce qui s'est passé, quand on a intervenu en Libye, en Irak, en Afghanistan, là on est quand même dans des espèces de bourbiers avec des guerres civiles, des guerres confessionnelles. Est-ce que intervenir, notamment en Syrie, vu le risque de régionalisation du conflit, on voit déjà qu'au Liban, ça commence un petit peu à être délicat. On a l'Iran à côté, Israël qui risque d'aller intervenir en Iran. Est-ce que ce serait vraiment une idée? C'est pour ça qu'aujourd'hui, à ce stade, ce n'est pas d'actualité, parce que l'enjeu, c'est de faire confiance à la Ligue arabe qui a quand même pris des positions assez offensives, inhabituellement offensives. Et donc, puisque le jeu diplomatique bouge dans la bonne direction, essayons de maximiser ce jeu diplomatique. Un dernier point sur le Conseil de sécurité, parce qu'on voit bien à quel point le Conseil de sécurité tel qu'il fonctionne aujourd'hui est totalement archaïque. Et donc nous, ce qu'on porte aussi, Europe Écologie et Eva Joly dans la campagne en France, c'est une réforme de ce Conseil de sécurité, supprimer le droit de veto, élargir à quelques autres pays, par exemple le Brésil, l'Afrique du Sud, l'Inde, d'avoir un Conseil de sécurité beaucoup plus représentatif de la réalité géopolitique et passer à des majorités qualifiées. Là, on aurait une double réforme qui ne serait pas négative pour nous, Européens, parce qu'on serait toujours présent, mais au contraire, on renforcerait le rôle des Nations Unies parce qu'elle serait beaucoup plus légitime. Et l'idée que l'Union européenne ait un siège au sein du Conseil de sécurité, est-ce que vous la portez? Nous, on y est totalement favorable. La question, c'est est-ce qu'on a suffisamment d'unité sur les positions politiques que l'on tient entre l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni pour faire en sorte que ce soit une perspective à très court terme? Honnêtement, j'en doute un petit peu. Dernière question, on a très peu justement entendu l'Union européenne là-dessus. Catherine Ashton est restée assez discrète comme souvent, mais quelle est la position du Parlement là-dessus? Qu'est-ce que vous pourriez porter?
On est en train justement de négocier cette semaine une résolution sur la Syrie qui, je pense, sera assez largement majoritaire, dans laquelle on dit d'abord priorité aux efforts diplomatiques, notamment ceux de la Ligue arabe, ceux de la Turquie. Je pense que c'est important de le reconnaître aussi, parce qu'un acteur régional qu'elle joue exactement dans le bon sens. Donc tout ça est en train, je dirais, de coaguler pour faire en sorte qu'il y ait une pression supplémentaire. Et le rôle de l'Europe aujourd'hui, c'est de soutenir toutes les modalités qui permettent à cette pression de la part des pays frontaliers de faire sortir le régime tel qu'il fonctionne aujourd'hui. Merci beaucoup, Pascal Canfin, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous sortez donc aux éditions Les Petits Matins ce que les banques vous disent et pourquoi il ne faut presque jamais les croire. Donc c'est à lire et c'est un petit traité très pédagogique de comment fonctionne la finance aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. Avant de rejoindre Katia Gilder et son invité Alain Cadec, direction Vigo, qui est un des plus grands ports de pêche en Europe. Là-bas, Sandra Cerquera a été rendre visite à ces petits pêcheurs, que ce soit les industriels ou que ce soit les artisans, qui voient d'un très mauvais œil la réforme que Bruxelles est en train de concocter sur la pêche. Il est 5h30 du matin. Sous la Loncha, la grande halle aux poissons de Vigo, la criée vient de commencer. De multiples espèces que seuls les habitués identifient au premier coup d'œil. Il faut être rapide, les plus beaux poissons partent en premier. Tout bon poisson doit être brillant. Et on le reconnaît à l'odeur. Des inspecteurs de la gendarmerie maritime sont là. Ils vérifient que la marchandise est conforme aux normes européennes et contrôlent la provenance des poissons et leur taille. Chaque poisson doit mesurer minimum 20 cm et là on voit que ça dépasse. On est dans une taille réglementaire. Ils sont 17 à se relayer. C'est bien peu pour contrôler les 2000 tonnes de poissons qui arrivent chaque jour. S'il y a infraction, on donne une amende, mais il faut un procès pour retirer le permis de pêche. On fait ce qu'on peut, on fait vraiment comme on peut. Ce matin-là, leur présence surprendrait presque. Est-ce qu'ils viennent tous les jours faire le contrôle? Non. Parfois on voit les vétérinaires aussi, mais eux ils viennent rarement. Et dès le lendemain, la décharge des bateaux se fait sans le moindre contrôle. Aucune vérification des quotas, de la licence de pêche, de la provenance des cargaisons. Interdiction de filmer de plus près, sans inspecteur, il n'est plus possible de tourner. La caméra dérange. Sur le plus grand port de pêche d'Europe, un tel manque de contrôle peut surprendre. 950 000 tonnes de poissons ont transité par Vigo l'an passé. Un record. La plus grande flotte, celle qui touche aussi le plus de subventions de l'UE. Plus d'1 milliard d'euros ces 5 dernières années. Ils disposent de beaucoup de nouvelles technologies, ces bateaux. Oui, on est justement en train d'installer un nouveau radar, beaucoup plus moderne. Ce sont les aides de Bruxelles qui ont aidé à moderniser les chalutiers. Celui-ci comporte un GPS, une plateforme satellitaire et même des sonars qui traquent sans marge d'erreur les bancs de poissons. Et à l'extérieur, des filets de pêche de plusieurs centaines de mètres. Les quotas attribués par l'Union européenne ont été gelés. Et le problème de notre flotte en Galice, c'est qu'elle ne dispose pas de quotas suffisants pour que notre activité soit la plus rentable possible. Alors, nous sommes obligés, pour continuer à travailler, d'acheter les droits de pêche d'autres pays. Exemple avec ce bateau. Son quota a été atteint et pour continuer à l'utiliser, son propriétaire espagnol a racheté les droits de pêche d'une entreprise française. Rien n'interdit cette pratique, mais elle peut parfois frôler l'illégalité. L'Union européenne a déjà épinglé l'Espagne pour sa surpêche. D'après cet écologiste, certaines sociétés de Galice ont même été condamnées pour pêche illégale, tout en continuant pourtant à recevoir des aides. Tant que les fonds européens seront en partie distribués aux entreprises par l'intermédiaire des régions autonomes, il en sera ainsi. En Galice, le secteur de la pêche est plus puissant que tout. Sa capacité d'influence politique est énorme, ce qui explique que les autorités espagnoles laissent faire et ferment les yeux.
Le PIB de la pêche en Galice est 25 fois supérieur à la moyenne européenne. C'est un lobby considérable. Bruxelles a très peu de pouvoir pour infléchir efficacement la politique des États. 9 espèces sur 10 sont selon lui surexploitées. Les poissons commencent à manquer, alors les bateaux européens pêchent de plus en plus dans les eaux africaines, où les infractions sont nombreuses. Il n'y a plus assez de poissons, vous comprenez? Il faut aller chaque fois plus loin et jeter les filets chaque fois plus en profondeur pour en trouver. Pour Clemente, la politique commune de la pêche est en panne. Elle continue de favoriser les intérêts économiques de quelques entreprises. La flotte industrielle ne s'arrête jamais. Elle peut pêcher n'importe où, là où il n'y a pas de normes sanitaires, de quotas. C'est trop de concurrence pour nous. Ici, on est obligé de respecter des règles strictes. Le doyen des pêcheurs fulmine contre Bruxelles et sa réforme, qui veut créer un marché des quotas, permettant de les échanger et de les vendre. La pêche artisanale est moribonde. Il y a de moins en moins d'emplois et avec la réforme, combien vont encore disparaître? Il en est sûr, si demain les quotas peuvent se monnayer, le marché de la pêche profitera encore plus aux industriels. Retour à Strasbourg, Alain Cadec nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour. Bonjour. Député européen, vice-président de la commission de la pêche. Vous êtes par ailleurs breton, donc vous suivez ces questions depuis fort longtemps. Alors expliquez-nous d'abord comment ça se passe dans le secteur de la pêche actuellement. Expliquez-nous quelle est la politique suivie en matière de quotas. On a vu qu'ils n'étaient pas forcément respectés, ces quotas. Ça concerne qui actuellement et quel est le projet que veut présenter la Commission? Actuellement, comment ça se passe? Actuellement, nous sommes sur la base de la stabilité relative. Donc des quotas ont été décidés avec des antériorités de pêche qui sont donc négociées chaque année en fonction de cette stabilité relative et qui sont proposés à chaque État et qui après sont répartis au niveau des pêcheries. C'est la situation actuelle. Donc la Commission européenne propose de changer cette situation pour instaurer ce qu'elle appelle des concessions de droits de pêche transférables. Ça paraît un peu compliqué. En gros, il s'agit de faire quoi? Il s'agit tout simplement d'attribuer à un bateau, à un pêcheur, une certaine quantité de poissons à pêcher, un certain quota, dont il serait en fait en quelque sorte utilisateur, pas propriétaire, mais utilisateur. Et qu'il pourrait évidemment négocier avec quiconque. C'est-à-dire que n'importe qui pourrait venir lui acheter ses quotas de pêche pour pouvoir les utiliser pour lui-même. Alors vous êtes contre cette réforme? Tout à fait. En ce qui me concerne, et je ne suis pas le seul dans la commission de la pêche du Parlement européen, je suis opposé à cette réforme parce qu'elle déboucherait immanquablement d'abord sur une concentration des droits de pêche et donc aiderait plutôt la grosse pêche, la pêche industrielle, et contribuerait à détruire en quelque sorte la pêche artisanale. Alors la Commission européenne explique que si elle veut mettre en place cette réforme, c'est parce qu'actuellement, il y a trop de bateaux pour trop peu de poissons, donc tout est surexploité, qu'elle veut au contraire favoriser cette concentration dont vous parlez pour une meilleure gestion des stocks de poissons. Alors ça veut dire qu'elle se trompe sur son raisonnement? Oui, complètement, parce que l'arithmétique est simple. Aujourd'hui, si vous voulez, 10 bateaux pêchent 100 tonnes d'une espèce quelconque, demain, un bateau pêchera toujours 100 tonnes. Donc la mise en œuvre des concessions de pêche transférables n'est absolument pas une réponse à ce qu'on peut appeler un appauvrissement de la ressource, qui d'ailleurs reste à prouver. Donc vous êtes contre, en fait, vous dites que cette réforme va contribuer à créer d'une part, à une concentration des droits, à une monétarisation en fait, du système, et donc c'est une proposition ultra libérale, alors qu'on voit bien aujourd'hui où nous a amené l'ultralibéralisme. Il est nécessaire. Moi, je suis un libéral. Je ne suis pas un ultralibéral. Je suis pour la liberté. Je ne suis pas pour la loi de la jungle. Donc, et surtout pas la loi du marché. Parce que ça, c'est mettre en place les concessions de pêche transférables, c'est offrir au marché la pêche européenne. Et ça ne répondra pas au problème de la ressource. Alors ça va profiter à qui cette réforme finalement? Ça profitera à quelques grosses entreprises, éventuellement à des fonds de pension, à je ne sais qui, mais en tous les cas pas aux pêcheurs et pas aux communautés de pêcheurs et pas aux ports de pêche de l'Union européenne. Cette réforme a été mise en place, existe dans certains pays, comme par exemple en Islande. Est-ce que là-bas ça marche? Écoutez, on a l'exemple parfait de l'échec
de cette politique de concentration des droits et d'ouverture à... Vous êtes allé sur place vous-même pour Nous y allons dans quelques semaines. Mais j'ai reçu... Avec des députés de la commission. Absolument. J'ai reçu le ministre islandais, je me suis quand même un petit peu documenté sur la question, et on voit bien que c'est un échec. C'est un échec total, puisque il y a désormais en Islande, il y a très peu d'entreprises qui ont concentré la totalité des droits de pêche. Donc ça veut dire que sur le plan social, c'est une catastrophe, puisque des pêcheurs ont perdu leur emploi. Et donc nous souhaitons maintenir cette activité économique et sociale qui est la pêche, tout en préservant la ressource, parce que, évidemment, j'emploie souvent cette expression qui est toute simple, voire simpliste. Pas de pêcheurs, pas de poissons, pas de pêcheurs, pardonnez-moi. C'est évident, il faut d'abord préserver la ressource, c'est-à-dire conserver les espèces, le poisson, pour que les pêcheurs puissent travailler. Alors on entend bien votre position à la CADEC, votre argumentation. Est-ce qu'ici il y a une position unanime au Parlement européen? Actuellement, nous sommes en discussion au niveau de la Commission de la pêche. Alors il y a des collègues qui font partie de pays où on a vu des problèmes de surpêche, comme en Espagne. Alors que disent vos collègues espagnols dans leur ensemble? Si vous citez la Galice, c'est vrai que c'est une région de pêche par excellence. C'est la plus grosse région de pêche en Europe. Il y a de grosses entreprises. Donc c'est vrai aussi que les collègues galiciens, voire espagnols, sont évidemment assez tentés, pour certains d'entre eux en tous les cas, de favoriser la mise en œuvre des concessions de pêche transférables. Mais globalement, nos collègues irlandais, portugais, donc français, comme je le disais tout de suite, du Royaume-Uni, sont opposés à ce genre de mise en œuvre. Vous tirez la sonnette d'alarme sur la situation actuelle. Vous dites qu'il faut faire quelque chose pour le secteur de la pêche. D'autant plus que je suis convaincu que c'est une activité qui n'est pas en crise actuellement. La petite pêche se porte assez bien en Europe. Il suffit de mettre en œuvre des contrôles, c'est ce qu'on fait. On a mis des logbooks sur les bateaux, on met un certain nombre d'instruments. Des contrôles qui sont parfois insuffisants, on le voit en Espagne. Mais je trouve que dans le reportage, c'est un petit peu exagéré. C'est vrai qu'il faut en mettre davantage en place. C'est vrai qu'il faut être très... Mais il faut quand même rappeler que c'est l'Union européenne qui a les eaux les plus contrôlées du monde. Si toutes les eaux mondiales étaient contrôlées comme les eaux européennes, il n'y aurait pas de souci pour la ressource. Le problème, c'est les pays émergents, je pense à la Chine notamment, il y a d'autres, l'Indonésie, les Philippines, qui vont pêcher sur les côtes d'Afrique, par exemple, et qui vont piller la ressource. Mais ce n'est pas les flottes européennes qui sont contraintes, il n'y a aucun contrôle environnemental, sanitaire et social pour ces flottes-là, alors que nous, on s'applique des règles absolument drastiques. Alors Alain Cadec, juste une dernière question pour terminer. Il y a un an sur ce même plateau, on parlait déjà de la pêche avec vous et vous nous disiez que vous défendiez l'idée d'un écolabel sur les produits de la mer pour savoir concrètement d'où vient le poisson que l'on mange, comme c'est le cas par exemple pour les viandes. Alors où est-ce que ça en est? C'est un élément qu'on va mettre dans la réforme, mais là je pense que tout le monde est assez d'accord sur ce principe-là, le principe de l'écolabel européen, parce qu'il y a des labels privés, mais qui ne sont que des labels privés. Ce qu'il faut, c'est un label européen qui explique bien au consommateur ce qu'il a sur l'étal et ce qu'il va consommer. D'où vient le poisson, quand il a été pêché, comment il a été pêché. Je pense que c'est la moindre des choses et au moins ça clarifiera la situation. C'est quelque chose de très important. Merci. Alors, on en parlera peut-être dans un an si on se retrouve pour parler de la pêche ici même. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Alain Cadec, c'est la fin de cette émission. Merci beaucoup à tous de nous suivre. Émission présentée depuis Strasbourg avec Nora Hamadi. Merci à Ulysse Lichtlet et Aurélie Dafas pour leur préparation dans cette émission. Très bonne suite de programme sur les chaînes parlementaires. Bye bye.